Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Charles Sidi, enfant de la rue, sort progressivement de la détresse. C'est ce jeune garçon, âgé d'environ 16 ans, né sans sexe, qui aujourd'hui est malade et abandonné par ses proches et qui a trouvé refuge dans la rue. Il est aujourd'hui âgé de 16 ans, on l'a dit, et également cet enfant qui souffre donc d'une malformation congénitale est passé à Regard social, souvenez-vous, c'était pour exposer son problème. Avec beaucoup de chance, la machine de la solidarité s'est ébranlée et chacun a mis la main dans la pâte pour trouver quelque chose de positif, question de le sortir de cette torpeur. Charles Sidi hume depuis quelque temps donc l'odeur de l'espoir. L'espoir de voir disparaître la maladie qu'il traîne depuis des années. Ce soir, nous vous plongeons ou replongeons à nouveau dans une balade, dans son environnement, dans son biotope. Et on a vu donc dans cette situation comment est-ce qu'il a vécu par le passé. Vous aurez l'occasion de revivre tout cela dans cette édition de Regard social. Une fois encore, bienvenue à tous. En guise de rappel des mémoires, nous vous invitons à revivre les moments de Charles Sidi. À l'époque, il était encore un enfant, âgé de 14 ans, pratiquement 15 ans à cette époque-là. Il vivait dans la rue, il passait son temps à commander des pièces de 100 francs pour survivre. Il a eu la chance de rencontrer une dame de cœur. Mais avant, vous avez l'occasion de vivre également cette ambiance, et qui était donc une ambiance de tristesse, une ambiance de peur, de douleur, tout cela associé pour éprouver la vie de Charles Sidi. C'est dans ce reportage qui a été réalisé avec la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufa. Ma mère m'enchaînait, elle me mettait les chaînes. Elle ne voulait pas que je sorte de la maison. Pourquoi? Bon, en fait, moi je ne suis pas un fou comme on m'enchaîne. On ne me met pas les chaînes, je ne suis pas un fou. Moi je connais. Je ne sais pas pourquoi elle avait peur, pourquoi je ne suis pas parti, pourquoi je suis parti, ceci, dormir, ceci. Hein? Moi alors j'ai vu que non, moi je ne peux pas rester comme ça avec la chaîne. Mon ami est venu, il m'a déchaîné, il m'a détaché. Il m'a dit que allons en route, on passe chercher. Bon, il m'a alors dit que reste pas à la maison avec les chiens. Tu restes, on va t'enchaîner, tu vas mourir. Pétant pas alors, je suis quitté. Et il y a mon ami, merci beaucoup. Le jeune Charlie Jaguar, comme on l'appelait dans la rue, est arrivé dans la rue en disant que bon, il a eu un problème auquel son grand frère l'avait peut-être offensé et tout ça. Bon, c'est arrivé. Il est arrivé dans la rue, comme on avait une sœur religieuse qui s'appelait la sœur Romy Marie. Donc on lui a emmené du côté de la sœur et la sœur l'a conduit au foyer. Bon, la sœur s'occupait de lui de temps en temps. Bon, mais comment? Sa maladie vraiment a touché toute la rue en général parce que c'est d'abord un mystère que nous n'avons jamais vu. Donc ça faisait d'une part, d'autres personnes lui rejetaient, mais quand il est arrivé au milieu de nous, ça nous a touché au point où vraiment on lui a encadré à côté de nous, en attendant que peut-être un bienfaiteur pourrait peut-être lui venir en aide, un truc de ce genre. Bon, nous, vu qu'on n'avait pas de moyens. C'est ici le cimetière, situé juste de ses proches. Charles est ici dans son milieu, son biotope, son environnement. Ce cimetière où le silence des morts fait rarement des bruits représente un symbole pour Charles. C'est Marie, grâce à toi que je suis venu te demander pardon par l'amour. C'est que tu es parti, tu as oublié tes enfants. Je sais que c'était le toi le seul, il n'y avait pas les gens, n'importe qui tu pouvais m'aider.
ma soeur, voilà ton fils est avec toi. Tu te demandes l'amour, prie pour lui qu'il pas guérir. Il s'est guéri, que c'est il a guéri, c'est là en forme. Il veut revenir vers toi, maman. Il veut venir pleurer vers toi, avec l'amour que tu as fait pour moi et mes frères. Comment on dormait au cimetière. Avant que tu partais, on ne dormait pas encore au cimetière. Avant que tu n'es pas encore parti, nous on dormait dans les foyers. La sœur Marie Romy, décédée en 2013, a marqué de ses empreintes les Et voilà donc la vie du petit Charles qui a été rencontré par l'équipe de reportage de Regard Social. Sur ce plateau, Dr Léon Fozo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre et auteur de plusieurs ouvrages sur la dépression mentale, la toxicomanie et même l'exclusion sociale, on va le dire. Tout à fait. Merci de répondre à notre invitation. Vous avez suivi Charles. C'est un enfant qui a plusieurs problèmes. Non seulement il est malade, il vit dans la rue. Oui, c'est un enfant qui cumule plusieurs handicaps. Il a d'abord un handicap physique massif, important. Et ensuite, un autre handicap, c'est sans repère. Il n'y a pas de famille. Lorsque on a un handicap physique aussi important, c'est habituellement sur la famille qu'on s'appuie pour essayer d'avoir des repères, pour pouvoir grandir, pour essayer d'accepter, pour essayer de lutter contre ce handicap. Or, il n'a pas ce repère-là. Il est obligé de vivre dans la rue. Or, dans la rue, il y a déjà cette lutte de survie, pour la survie, qui est une lutte impitoyable. Donc, c'est très difficile. On voit qu'il est même obligé de montrer son handicap physique pour susciter la pitié des gens pour pouvoir vivre. Alors qu'habituellement, c'est ce qu'on a l'habitude de cacher. Quand on a un handicap, le plus souvent, on le cache. Et là, dans sa situation, il est obligé de montrer le sien. C'est encore terrible pour lui comme situation. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Cuchet, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes chirurgien urologue. Effectivement. Cet enfant souffre de quoi, selon vous? Là, il souffre d'une malformation que l'on a classiquement l'habitude d'appeler estrophie vésicale. C'est une malformation qui survient en général au cours de l'embryogenèse, lorsque l'enfant est dans le ventre de la maman. Il s'agit ici d'un défaut de fermeture du tronc, un défaut de fermeture du bassin. Donc tous les organes qui se trouvent à ce niveau-là sont exposés à l'extérieur. Ces organes, c'est la vessie qui est ici complètement exposée. C'est cette plaque framboisée que l'on voit chez cet enfant. On a également une exposition, un défaut de fermeture du sphincter qui permet, le sphincter c'est une sorte de muscle qui permet de contenir les urines. C'est pour ça que le petit perd les urines aussi facilement et aussi involontairement. C'est dû à quoi, par exemple, puisqu'il naît avec... Ah non, c'est une malformation qui se vient juste comme ça. Il n'y a pas de cause connue. Exactement. Mais également, il faudrait parler de son sexe. Cet enfant a un sexe, mais il est tellement petit qu'on a eu du mal à le voir. Et ici également, il y a un certain défaut avec des corps qui permettent de fabriquer, de former la verge, qui ne sont pas en position normale, qui sont plutôt ouverts. Et au milieu de tout ça, l'urètre qui permet le passage des urines de la vessie, qui conduit les urines de l'extérieur à partir de la vessie, qui est également ouvert. Alors, c'est des urines qui suintent, sans retenue. Oui. Ça fait que il est difficile de vivre avec lui. Ah, il est très difficile et le but du traitement sera justement de lui permettre d'acquérir ce côté social qui va lui permettre de se retrouver en public et de pouvoir vivre un peu plus aisément. Il a déjà un problème, c'est que avec ce handicap, il vit dans la rue. Il y a des risques d'infection en même temps. Ah oui, il y a plein de risques d'infection. Déjà, le premier risque, c'est le fait que cette pathologie n'ait pas été prise en charge immédiatement.
Ça, c'est très important. Normalement, dans les pays développés ou chez une personne, s'il avait été vu par des urologues, et même ici au Cameroun, on aurait immédiatement entrepris un traitement dès la naissance. C'est dès la naissance qu'il faut prendre l'enfant. Il y a des interventions immédiates et après il y aura d'autres étapes de traitement qu'il faudra aboutir. Donc ça c'est la première difficulté. L'enfant est déjà vu assez tard, 16 ans c'est vraiment tard je trouve, mais on va tout faire évidemment pour essayer de rattraper le coup. Très bien. Docteur Léon Fozo, c'est un enfant qui a perdu son papa. À l'époque, dans sa famille, on pensait bien qu'il était un enfant pas véritablement stable au niveau dans ses réactions. Et il était enchaîné, il a dit dans le reportage. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Un parent qui enchaîne son fils et parce qu'il pense qu'il n'est pas stable mentalement. Les difficultés. Alors qu'à l'entendre parler, il a quand même un raisonnement. Voilà. Les difficultés que présente l'enfant quand il y a un handicap, c'est souvent difficile à supporter par les familles. Donc c'est en fonction des connaissances des familles, en fonction même de la personnalité des familles, que on peut supporter. Donc lorsque les familles n'ont pas des capacités psychologiques et intellectuelles, mais c'est surtout psychologique, de le supporter, on cherche la solution la plus facile. Enchaîner ou bien enfermer l'enfant dans la maison. C'est une solution de facilité ou qui empêche la réflexion. Quant à dire qu'il avait des difficultés mentales, c'était aller vite en besogne. Parce que même aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'il a connues dans la rue, on voit que c'est un enfant qui raisonne, hein, qui est logique. Donc, c'est la situation de difficulté des parents de supporter le handicap, de l'accepter, qui a accentué les choses. Parce que c'est l'acceptation parentale qui permet de soutenir l'enfant et de le faire évoluer. Lorsqu'il n'y a pas de soutien, l'évolution ne peut pas se faire tout seul, parce qu'il n'y a pas de repère. Cet enfant n'a pas eu de repère. On voit que lorsqu'il y a eu une sœur qui s'en est occupée un petit moment, même après le décès de cette religieuse, l'enfant continue à aller régulièrement au cimetière, parce que cette sœur a constitué pour lui un repère qui a manqué, un soutien qui a manqué dans le passé. Et il est obligé de s'accrocher à cela, à cette personne, à la place des parents qui ont manqué. Oui. Alors, la sœur leur accordait un espace qui était un peu agréable. De toute façon, dès qu'elle est décédée, il est rentré dans le cimetière où il vit avec certains de ses camarades. Et là également, il s'est mis à fumer aussi. Le chanvre, comme ses amis qui sont restés et qui sont également, qui vivent également dans ce cimetière. Ce sont autant de risques qu'il court ou qu'il a couru aussi à cette époque-là. Tout à fait. Il est difficile d'être enfant de la rue et de ne pas fumer la drogue. Parce que la vie dans la rue, elle est dure. La survie, d'abord la survie et ensuite les conflits, les difficultés avec les autres de la rue. Il y a souvent une bataille. Il y a toutes sortes de difficultés, à la fois physiques, psychologiques, matérielles. Donc souvent, c'est au contact de la drogue qu'ils essayent, c'est le pis-aller, qu'ils essayent de se soutenir entre eux. Donc ce n'est pas étonnant qu'il ait fini par rentrer dans la drogue. Il est même très solide parce que avec tout cela, il garde quand même un espace de réflexion, un espace de vie acceptable.
Docteur Kulché, l'enfant, c'est vrai, vous l'avez dit, il a un peu plus de 16 ans aujourd'hui, pratiquement. Il vit dans la rue et en même temps, à côté des risques qu'il court, il y a qu'on peut penser que c'est une sorte d'exclusion sociale de la part de ses parents. Oui, effectivement, c'est la difficulté ici en Afrique et c'est aussi un objet, je crois le but de vos émissions, c'est d'informer le public. Ainsi, je pense que grâce à cette émission, lorsque d'autres parents seront confrontés à ce genre de situation, ils pourront plus facilement se rapprocher des médecins qui pourront effectivement prendre l'enfant et faire le nécessaire. Parce qu'en Europe ou dans d'autres pays un peu plus développés au niveau médical, ces enfants ont une prise en charge et ils sont pris en charge. Ce sont des affections qui sont considérées comme des affections de longue durée. Et ainsi, toute la prise en charge sera gratuite pour l'enfant. Donc, dès la naissance, l'enfant est conduit dans un hôpital spécialisé dans ce type de pathologie. Et progressivement, ils sont aussi bien encadrés médicalement, aussi bien par des psychologues, par des urologues, par des infirmiers. Et ainsi pendant au moins une bonne quinzaine d'années, parce que c'est une prise en charge vraiment qui va nécessiter une très forte patience et surtout beaucoup d'argent. Au fur et à mesure qu'il passe du temps dans la rue, la maladie prend du volume, elle s'aggrave. Ce n'est pas juste le fait qu'il passe du temps dans la rue, c'est qu'il n'a pas été pris en charge entre-temps. Dans la maladie, entre-temps, si votre vessie est soumise aux conditions externes, forcément, elle va changer, elle va s'adapter à ces conditions et prendre un aspect complètement différent de l'aspect qu'elle devrait avoir, parce que les urines normalement doivent être contenues dans la vessie. Et s'il y a de l'air, s'il y a des microbes, s'il y a de la poussière qui se retrouvent au niveau de la vessie, effectivement, ça ne peut pas constituer un avantage pour lui. Dans sa muqueuse vésicale, le tissu vésical va complètement être modifié et ça va rendre assez difficile quand même le traitement. Alors, le fait de l'enchaîner, docteur Léon Fozo, le fait d'enchaîner cet enfant et l'a traumatisé en même temps, il s'est dit, il a été sauvé par un de ses amis qui est arrivé, qui lui a dit, mon frère, tu continues de vivre de la sorte, c'est la mort qui t'attend. Donc, il a été sauvé par son camarade qui lui a proposé d'aller vivre, que la vie était mieux dans la rue qu'en famille. Ça a été une chance pour lui. Ça a été une chance. Parce que qu'est-ce qui serait devenu? Forcément, c'était une mort lente qui va finir par devenir une mort réelle, une mort totale. Cet enfant a été exclu. Cet enfant a été exclu. Il n'a pas eu le temps de découvrir progressivement, comme ça doit se faire, son handicap. Parce que l'enfant qui est dans une famille, progressivement, il grandit. À un certain âge, il découvre son handicap et il le découvre. La famille confirme son handicap tout en ayant aussi une certaine attitude. L'attitude des parents est fonction déjà d'abord de la connaissance des parents, des informations. Et c'est cette attitude qui va permettre à l'enfant d'évoluer, d'accepter lui-même ce fait-là et d'évoluer ensemble. Ils doivent évoluer ensemble, à la fois et les parents et l'enfant. Parce que les parents ont aussi une difficulté importante, la découverte du handicap, mais les parents dans des situations difficiles. C'est pour ça que tous n'acceptent pas. Certains acceptent avec du temps. Ils sont aussi aidés lorsque les milieux sont organisés. Ils sont aidés aussi par les professionnels à l'accepter. Et quand il manque tout cela, l'enfant est rapidement rejeté. C'est le cas présent. Lorsqu'on dit qu'il a des troubles et qu'on l'enferme, c'est une façon, c'est le rejet total. Dire qu'il a des troubles, on ne demande même pas au médecin s'il a réellement les troubles. C'est la famille qui décide qu'il a des troubles. Parce que logiquement, c'est au médecin qu'il faut s'adresser pour dire « Nous pensons que cet enfant a des troubles. Est-ce que vous pouvez le confirmer ?» Ensuite,
les choses changent. Parce que lorsqu'on est déjà au médecin, la situation change. À la fois, on va confirmer ou infirmer, mais en même temps, on va indiquer une direction à suivre. Lorsqu'il n'y a pas ce contact avec le milieu hospitalier, avec le milieu médical, cela veut dire qu'on s'est cloisonné dans le rejet, dans le refus et le rejet total. Et malheureusement, son rejet a abouti immédiatement dans la rue. Certains rejets sont gardés en famille et évoluent plus ou moins bien. Mais là, le rejet a été immédiat et total, enfermé, enchaîné et abandonné. Très bien, je vous amène à découvrir l'autre volet de cette émission. Après son premier passage donc, sur ce plateau de regard social, cet enfant a eu peut-être la chance de tomber sur une dame de cœur qui a décidé de l'adopter et avec cette maladie, l'accepter ainsi. Il y a eu l'élan de solidarité également qui s'est mis en branle pour l'accompagner et peut-être chercher à trouver la solution à son problème. Je vous invite à suivre l'autre reportage qui a été réalisé avec la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufaï. Juste après, nous allons recevoir une nouvelle invitée. Charles Sidi revient dans la rue, cette fois en compagnie de celle qui aborde désormais la posture de maman. Rose et Charles se sont rencontrés au détour d'un hasard. Déjà malade, Charles côtoie tout le monde dans la rue, expose sa pathologie, sollicite de l'aide. Rencontre avec le petit Charles s'est opéré à Kribi. J'étais assis avec des amis, nous étions en train de manger. Et c'est là que j'ai décidé de prendre mon téléphone de sur indirect. C'est là que subitement j'ai vu un enfant à côté de moi. Il regardait mon téléphone. Et j'avais d'abord peur parce que je croyais qu'il voulait arracher mon téléphone. Et après j'ai entendu comment il disait aux gens « Aidez-moi, je suis malade » et il soulevait son haut. Et lorsque j'ai regardé, j'ai lancé un coup d'œil. Directement, j'ai baissé ma tête. J'ai été effrayée en fait parce que je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et après, j'ai été choquée. Ça m'a traumatisée. Je voulais participer comme tout le reste. Je voulais lui donner quelques pièces. Mais après, je me suis dit en moi que est-ce que si je lui remets cet argent, est-ce que ça pourra l'aider? Et c'est là que j'ai décidé de lui donner mon téléphone pour qu'il s'adresse aux gens de Facebook qui étaient connectés ce jour-là. Et c'est comme ça qu'il a commencé à parler, en suppliant de l'aide, en disant s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai 9 ans. Moi, je me baguais, je me cherchais. Dans la rue, j'ai vu que ça ne donne pas. Je suis parti à Kribi. Si quitté Douala pour Kribi, après il y a une qui quitté pour aller à Douala à Kribi. Et ça là à Kribi. Arrivé à Kribi, alors je suis venu vers elle. Je dis bonjour ma mère, s'il vous plaît, voilà ma mère, voilà ton fils. Tu es malade, ça ne va pas. Si toi tu peux m'aider, elle m'a même gâté les cheveux, me débrouiller avec bien pour aller acheter le remède pour boire. J'ai soulevé mon habit, ça l'a effrayé. Et puis, elle dit c'est sa première fois, elle voit les cas comme ça. Elle dit, maman, je suis malade, je suis né comme ça avec. Je suis né, aide-moi. Ne me laisse pas souffrir dans la rue. S'il te plaît, ma mère. Et c'est Dieu qui est au contrôle, et c'est Dieu. C'est que tu es en direct, et c'est que tu parles. Moi, je suis venu seulement avec toi. Si toi, tu peux m'aider, ma mère. Aide-moi. Ne me laisse pas souffrir. Si un lien de complicité s'est ici entre les deux, c'est d'abord parce que le jeune garçon, jusqu'ici en quête d'amour, s'est vu abreuvé. Service social DDA. Et ils m'ont dit que comme l'enfant avait une souche familiale, il fallait rechercher sa famille biologique.
Donc c'est comme ça que je me suis déplacée avec ma famille. Nous sommes allés à Chapoma chercher la famille de Charles. Nous avons retrouvé sa maman. Et la première des choses, c'est que j'avais d'abord demandé si l'enfant avait l'acte de naissance. Mais malheureusement, Charles n'avait pas d'acte de naissance. Donc Charles n'avait jamais été reconnu. Et il fallait déjà commencer par là. Parce qu'il fallait d'abord établir l'acte de naissance que j'ai pu faire avec l'accord du service social d'EDA. Donc la maman a fourni sa pièce d'identité et c'est comme ça que le service social a saisi le tribunal d'EDA et c'est via là que Charles a pu obtenir l'acte de naissance. Quelle date de naissance et pourquoi? Sa maman nous avait dit que Charles était né au mois de novembre, mais elle ne connaissait pas le jour exact et l'année c'était 2002. Donc c'est en établissant l'acte qu'on m'a demandé de choisir le mois qui m'intéressait et j'ai mis le 25 décembre 2002. Ce que ta maman, je voulais te parler en Bassa. Tu comprends le Bassa? Je vais te dire en Bassa que tu as vu voici le poisson que tu aimes, non? Tu aimes ça, non? On va faire le bongo. Tu aimes manger le bongo avec quoi? Hein? Quand tu n'as même pas vu ton fils, tu as porté quoi comme ça ce matin? Maman, tu ne peux pas jouer au foot. Aïe, tu es devenu indomptable. Maman, combien d'étoiles? 1, 2, 3, 4, 5. Hey. Maman, tourne un peu, chérie. Tourne ici, tu vas manger. Tourne un peu. Maintenant, tu fais derrière le nyanga avec moi. Hier, enfant de la rue, le petit Charles savoure désormais la vie en famille. Sa bienfaitrice, touchée par le virus de la compassion, décide de l'intégrer dans sa propre famille. Première équation, comment soigner cette image de méfiance à son égard? Ce n'était pas facile. Quand j'avais vu Charles, j'avais eu peur. Vraiment, dans un premier temps, je me disais qu'il pouvait dévaster même toute la maison et partir dans la nuit. Mais quelques jours après, lui-même, Charles m'a amené à comprendre qu'il est un enfant plein d'amour et qu'on pouvait lui faire confiance. Et surtout que je suis diacre consacré. Donc je suis pour l'œuvre de charité. Et ce qui a fait que je suis avec lui, je lui ai accepté et chaque fois je lui montre le chemin de Dieu. On prie ensemble et lui-même il aime, on va à l'église. Et après quelques temps, il a voulu qu'on l'inscrive à l'école. Rien n'a été même facile. Depuis que j'ai engagé la procédure, même pour devenir statutrice légale, c'était tout un combat. C'était vraiment un combat énorme. À un moment, j'ai failli même abandonner. J'ai failli dire que mais c'est quoi, je vais aider un enfant et ça devient comme si... Parce que partout où tu arrives, on te dit donne ça, fais ceci, fais cela, il faut payer ça. À un moment, j'ai craqué, mais ma grande soeur me disait que non, Rose, et surtout Charles. Charles me disait, à un moment, Charles ressentait que j'étais fatiguée. Il me disait, maman, toi aussi, tu veux m'abandonner. Maman, toi aussi, tu veux me laisser retourner dans la rue. Et quand il me disait ça, je fondais de larmes. Et je lui disais toujours, il fallait que je le rassure en lui disant, non, mon fils, je ne peux pas t'abandonner. Et je vais me battre jusqu'au bout. Donc, je me suis battue jusqu'au bout, jusqu'à que je suis devenue statutrice légale. Et j'ai tout fait pour que Charles puisse obtenir la carte d'identité. Dès le premier jour, j'ai cru à cet enfant. On m'avait dit qu'il était bandit, qu'il était criminel, qu'il était ceci, qu'il était un sorcier, que ce sont les Bamlékés qui l'ont envoyé pour me faire du mal, ou ce sont les bandits qu'il a été envoyé. Je leur ai dit non. Et j'ai demandé à Charles, est-ce que tu es un bandit? Il m'a dit, maman, non, je ne suis pas un bandit, je suis juste à la recherche de la guérison. Donc, j'ai cru en lui. J'ai cru en lui et je l'ai accordé l'affection en fait. J'ai fait pareil comme je fais avec mes enfants en France. Et j'ai eu cette force parce que j'ai côtoyé les éducateurs et les éducatrices de Strasbourg. J'ai vu un peu le fonctionnement qu'ils font avec des enfants qui sont dans les foyers. Donc Charles avait besoin d'amour,
de beaucoup de... Il ne ment pas, tout ce qu'il peut te dire. Quand tu fouilles, tu vérifies, tu te rends compte que ce qu'il te dit est vrai. Il est naturel. Donc, c'est un enfant jovial. Certes, il y a des petits... Il a certaines habitudes qui ne... Mais ça se comprend. Parce qu'il sort de la rue, on l'amène. Quand on conseille, il comprend. Il obéit. C'est un enfant obéissant. C'est encourageant. Donc, on a espoir qu'il change. Parce que de la manière qu'il est venu chez moi, ce n'est plus de cette façon. Donc, de temps en temps, il a poussé des enfants en route. Je lui ai dit qu'on ne le fait pas. Il ne le fait plus. Il m'a dit, maman, je ne le ferai plus, et il ne le fait plus. Il faut souvent porter les gars à maman. Moi, j'ai porté les babouches. Mes babouches sont dans la voiture. Charles est devenu un enfant de cette famille, sous les ailes de sa bienfaitrice, devenue une véritable maman pour lui. Ce midi, le repas se partage en famille. Charles affectionne bien ce plat. Au menu, du manioc, accompagné d'une sauce de légumes, l'un des plats préférés en pays Bassa. Charles a certes intégré une famille. Il a quitté la rue, mais le défi énorme reste celui de la résolution de son équation sanitaire. Né sans sexe, Charles doit absolument subir une intervention chirurgicale. La dite opération se fera officiellement hors du Cameroun, selon le diagnostic médical. Au niveau du Cameroun, j'ai amené Charles à l'hôpital général de Douala. Et le diagnostic est tombé qu'il n'y a pas de plateau technique. Ensuite, j'ai saisi le ministère de la Santé. Ils m'ont demandé de refaire tout à zéro. Donc, ils m'ont envoyé à l'hôpital gynéco de Yaoundé, où le même résultat. Il n'y a pas de plateau technique, donc on ne peut pas prendre en charge la pathologie de Charles au Cameroun. Donc, on ne peut pas l'opérer. Donc, il a besoin d'une évacuation sanitaire. Elle m'a pris, elle m'a porté, elle m'a mis sur la moto, j'ai pris sur la moto, parti à l'hôpital, à Crévy, l'hôpital central à Crévy. Alors on voulait faire le pansement, on dit non, on ne peut pas faire le pansement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas ici opérer. Là à l'hôpital, c'est quelque chose qu'on ne peut pas opérer au Cameroun. Arrivé en France, je n'ai pas baissé les bras, je suis allée à l'hôpital de Haut-Pierre, j'ai vu le chirurgien, j'ai vu certains chirurgiens. Je leur ai montré le diagnostic de l'enfant et ils m'ont dit que là je peux sourire un peu parce qu'ils m'ont dit que certainement on peut opérer Charles à Strasbourg et on peut lui reconstruire le sexe. Donc Charles est attendu en France, mais pour cela il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent pour son opération. De multiples démarches ont été entreprises pour obtenir une prise en charge dans plusieurs formations hospitalières en Europe. L'hôpital de Strasbourg a répondu favorablement. Rose, étant dans sa ville de résidence, a obtenu un avis médical favorable. Le dossier médical atteste la possibilité d'une prise en charge, d'une évacuation sanitaire. Il faut une caution. Normalement, l'opération de Charles coûte 70 000 €, donc 45 millions. Mais là, maintenant, l'hôpital exige une caution de 17 500 €. Et c'est là que je suis bloquée, en fait. Environ 12 millions. Donc, vu que moi, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas cet argent-là. Donc, c'est pour cela que j'ai fait recours à Equinox Regard Social pour sensibiliser, pour toucher les âmes de bonne volonté. Que moi, en tant que tutrice légale de Charles, j'ai commencé un combat, une bataille que j'aimerais pas lâcher, j'aimerais aller jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je suis venue sur Regard Social. Sur place au Cameroun, les formalités administratives ont été engagées. Charles s'est fait établir une carte nationale d'identité, il s'est fait établir un passeport.
Pour réussir le pari de ce voyage médical à destination de l'hôpital de Strasbourg, il faut remplir l'une des principales exigences. Il faut mobiliser des dizaines de millions de francs CFA. Elle s'y est mise jusqu'ici. L'hôpital attend que cette somme soit versée dans ses caisses pour recevoir le malade. Et si l'objectif est atteint, voici l'hôpital qui pourra accueillir le petit Charles dans les prochains mois à Strasbourg. C'est un reportage qui a été réalisé après le passage du petit Charles sur ce plateau de Regard Social. Et pour comprendre davantage ce qu'il en est et quelle est la vie de ce dernier, quel est son quotidien, nous recevons sur ce plateau Esseng et Suzanne Karine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nourrice de Charles. Bien sûr. Votre sœur s'est engagée, en tout cas, elle a adopté Charles comme son fils désormais. Et elle vit en Europe, elle vous a laissé l'enfant. Et vous vivez avec cet enfant au quotidien, comment? Ce n'est pas facile de vivre avec Charles, mais il est comme tout le reste d'enfants. Naturel comme tout le reste. En tout cas, il est comme tout le reste d'enfants. Le matin, quand il se lève, il balaie la cour, bien que je ne veux même pas qu'il balaie la cour, mais lui, il balaie la cour. Il prend son bain, il va à l'école et il rentre à l'heure de la sortie. Comment ça a été le premier contact lorsque votre sœur revient avec un enfant, avec un Charles chez vous à la maison? Vous vous êtes dit quoi? On a eu peur. Pour moi, vraiment, j'avais eu peur. J'avais eu peur. Et je me disais, il pouvait, par rapport à la maladie, qu'il pouvait même mourir entre nos mains. Mais bien après, j'ai compris qu'il était un bon enfant. Et votre époux a accepté que cet enfant vive avec vous? Ce n'était pas facile, puisque le premier jour qu'il a vu Charles, il a passé toute une journée sans manger. Sans manger. Il ne comprenait pas. Il a dormi sans manger. Le matin, quand Charles le salue, il répond, mais il ne comprenait pas. Malgré lui. Oui, donc, mais c'est après, bon, comme le temps passait, il a compris que non, c'est un enfant comme tout le reste. Dites-nous, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit lorsqu'il a vu cet enfant? Dévoilez-nous un peu de ça. Non. Mon mari est gentil, mais il avait peur. Parce qu'il m'a posé la question de savoir, cet enfant qu'on amène là, tu es sûr qu'il ne peut pas mourir ici chez nous? Donc, je lui ai dit, puisque nous croyons en Dieu, mettons seulement notre espoir en Dieu. C'était aussi facile? Ce n'était pas, de le dire comme ça? Non, je le lui ai dit. Mais ce n'est pas de vous, mais c'est plutôt votre sœur qui vient laisser un enfant malade à la maison. J'imagine que ça a été un coup de massue sur sa tête. Non, ce n'était pas facile pour lui, ce n'était pas facile, même pour moi. Mais juste parce que nous sommes des croyants et il faut œuvrer dans la charité, on l'a fait par ferme foi. Mais ce n'était pas facile. Charles n'est pas comme tous les autres enfants de la maison. Il lui faut mettre des couches, il faut qu'il se lave, il faut qu'il vive comme tout le monde, mais les conditions ne sont pas réunies. Comment vous faites pour respecter tout ça? Il faut, ça c'est
c'est le plus dur. Vivre avec Charles par rapport à sa maladie. Parce que Charles, il faut de temps en temps répéter, rappeler, Charles va te changer. Puisque vous pouvez même pendant le repas, c'est là que lui, les sels, et ce n'est que l'odeur qui vous fait comprendre que ça ne va pas. Charles va te changer, c'est comme si tu avais les sels. Ça sort, il ne se rend pas compte. Il ne le fait pas exprès. Et vous êtes mal à l'aise. Vous êtes même surpris à la maison, les odeurs sont partout, envahissent toute la maison. Qu'est-ce qu'il pue? Qu'est-ce qu'il sent? Est-ce que ce sont des souris? Non. Charles a plutôt caché les couches sous le matelas. C'est après des recherches que tu te rends compte qu'il y a des couches sous le matelas de Charles. Donc, en bref, ce n'est pas facile, mais surtout pour lui, il s'est dit peut-être que c'est le raccourci dans la nuit quand il enlève la couche. C'est rapide pour lui. Et le matin, il oublie d'aller jeter la couche. Donc, en dehors de ça, de temps en temps, il fait des crises. Il fait des crises comme au mois de juillet. Il a fait une crise qui m'a fait paniquer. J'ai eu une peur énorme. Je me suis dit que j'avais même perdu Charles. Parce qu'en dehors de la crise, du fait qu'il s'enroulait au sol en disant que le bas-ventre lui faisait mal, il grelottait. Et après, il a convulsé. C'était la salive qui sortait. Bavait. Oui, il bavait. Donc, j'avais paniqué. Une chance, je suis entourée des médecins, des étudiants en médecine. Ils l'ont conduit à l'hôpital et on m'a dit qu'il y avait, en dehors de sa crise, il y avait aussi l'excès de palu. Très bien. Et la typhoïde. Docteur Kunche, vous avez vécu, vous avez suivi le reportage, vous voyez bien ce qui se déroule. C'est sa sœur qui s'engage, prend sur elle, après l'avoir vue à regard social, elle s'engage à l'adopter. Ah, oui, ça... C'est étonnant. C'est difficile en tout cas. C'est vraiment difficile. C'est l'Afrique, c'est nous, les Africains, on est comme ça, on est charitable, c'est tout à fait compréhensible quand même. Vous acceptez un enfant qui a passé son temps dans la rue et on vous l'amène à la maison et vous l'acceptez comme ça. Ah, oui, c'est ça la religion, c'est ça nos croyances, c'est ça notre solidarité. Vous ne le dites pas parce que nous sommes à la télé. Je pourrais peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vraiment courageux de sa part, ça c'est sûr. Docteur Léon Fozo, vous pensez que c'est aussi facile? C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vraiment, il faut dire bravo à ces deux personnes. Parce que ce que sa nourrice a fait là, c'est un gros travail. Elle a fait un travail d'assistante sociale. Aller dans la famille, aller chercher la famille de l'enfant. Elle a fait un travail administratif, établir une carte d'identité. Elle a fait un travail de psychologue auprès de l'enfant pour l'accepter, pour le faire comprendre qu'elle peut vivre avec elle. Et elle fait un travail de mère. Et c'est pour ça que l'enfant peut maintenant sourire, parce qu'il retrouve une affection qu'il n'avait jamais eue. Elle a réussi à le sortir de la rue d'abord. De la rue. Et maintenant, c'est un travail d'éducation qui est en cours. C'est un travail d'éducation, parce qu'il va falloir vivre pendant un certain temps, aller étape par étape. Parce que c'est l'étape d'enfance qu'il n'a pas vécue, qu'il est en train de revivre là, de commencer. Il y a tout un accompagnement à faire.
Donc ces personnes sont très courageuses et vraiment elles sont à féliciter. Et ensuite, c'est le fait, il y a un travail de nursing, donc d'éducation à faire. Vous voyez que c'est l'enfant dont il faut s'occuper sur le plan hygiénique, comme un bébé à certains moments. Et cela, pour un enfant qui n'est pas le sien, se mettre à faire ça, c'est beaucoup d'amour et avoir beaucoup de conviction pour faire ce travail-là. Donc l'enfant est maintenant engagé dans un processus éducatif et un processus de développement psychologique qui va continuer avec tout ce que ça peut comporter. Alors, docteur, qu'est-ce qui, selon vous, pouvait bien motiver ou a bien motivé cette dame d'accepter? Elle a des enfants. Ouais. Elle a accepté de prendre cet autre enfant malade, et pas une petite maladie, on va dire, c'est une malformation congénitale. Il grandit avec, et avec tout ce qu'elle a évoqué tout à l'heure, les odeurs et tout le reste, mais accepter de le prendre comme son enfant. Il y a une motivation quelque part. C'est quoi, par exemple? C'est elle seule qui peut dire sa motivation. Oui, bien sûr, il y a une motivation quelque part. Hein, il y a une motivation quelque part. Donc, quand on fait quelque chose, il y a toujours en arrière-plan une motivation qui vous pousse, qui vous guide à faire ce que vous avez à faire. Et ça, parfois, on ne le sait pas. Parfois, on commence quelque chose et c'est même plus tard qu'on trouve la motivation, qu'on essaye de s'interroger et on trouve la motivation. Très bien. Alors, docteur Cuichet, lorsque vous suivez également le reportage, le témoignage de la dame qui a engagé des démarches, elle a rencontré des médecins, elle est allée dans des formations sanitaires du pays et même à l'étranger, elle s'est rendue compte que c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre ici. Je suis toujours très gêné par cette question. Et j'ai toujours du mal à accepter que nous soyons limités par les moyens. J'espère qu'un jour on pourra, nous également, prendre en charge ce genre de pathologie. Mais c'est vrai, pour l'instant, on est limité. On est vraiment limité, aussi bien au niveau du plateau technique qu'au niveau de nos connaissances. Mais je tiens à rappeler quand même qu'il s'agit ici d'un problème d'expérience. Si nous ne voyons pas ce genre de cas, si nous ne les prenons pas en charge, on ne les prendra jamais. Il faut bien noter ça. Parce que il faut courir le risque? À un moment donné, il faudra. Nous sommes là. Si nous avons fait des études à l'extérieur, même ici également, nous sommes de jeunes courageux, nous voulons bien être des pionniers. On peut avoir des connaissances et ne pas avoir... oui, la maîtrise. Il y a beaucoup de facteurs ici. Il y a aussi bien le côté humain que le côté matériel que nous ne disposons pas. Mais à la longue, il faudra bien s'y mettre. Ces pathologies, on les retrouve qu'une fois, peut-être ou deux fois au cours de sa vie. On ne les rencontre pas très souvent. Mais à un moment donné, il faudra quand même que l'on collecte nos cas à nous, nos pathologies rares, et qu'on puisse les prendre en charge. Alors, parce que ça coûte cher pour la société. Oui. Suzanne, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé un moment de dire Charles, non, c'est trop, il faut le laisser partir? À la suite de ce que vous avez énuméré, un enfant qui vit depuis pratiquement que vous l'avez récupéré, il faut des couches et des odeurs qui empestent toute la maison. Vous ne vous êtes pas dit à un moment qu'il fallait le laisser partir? Ou alors appeler votre soeur, lui demander de venir le chercher? Non, mais il y a des moments où je me suis vraiment inquiétée. Mais dire qu'il aille ou bien que ma soeur vienne le prendre, non. Mais ce n'était pas facile. Il y a le moment où je pleure, surtout quand il souffre. Parce qu'il faut vivre avec Charles pour le comprendre. Il faut vivre avec Charles pour le comprendre. Ce n'est pas facile
de t'en débarrasser de Charles quand tu as déjà été avec lui. Parce que quand tu le vois dans la rue, tu vas te dire, ah, c'est un délinquant, c'est un enfant. Non. Mais quand tu vis avec Charles, te décider un beau matin que non, je vais faire partie Charles, ce n'est plus facile parce que c'est un enfant aimable. Il est rassembleur. Donc, dire non, mais il y a des moments où je m'inquiète vraiment et je souffre du fond de moi, je coule les larmes parce que je le vois souffrir. Je compatis à sa souffrance. Parce que même la couche, les faits seulement qui portent les couches, c'est aussi une maladie. Parce que quand il se couche, il est arrivé un moment où on a enlevé le matelas, parce que le matelas n'était pas habillé. Parce que quand il se couche, il enlève sa couche. Il faut qu'il écarte les pieds pour être à l'aise. Et pendant ce temps, vous souffrez de quoi? Des odeurs. En pleine nuit, tu dois te lever. Rappeler à Charles que papa, même si c'est fort, je sais que ça chauffe, mais mets la couche pour qu'on puisse aussi dormir. Est-ce qu'avec l'esprit de la rue, vous ne vous êtes pas dit un jour qu'il peut dévaliser votre maison et partir? Il n'a jamais manifesté ses... Non, c'était au début. Le premier jour que j'ai vu Charles, j'ai dit à ma soeur, je pense que tu t'es bien préparé, hein, parce que ton sac là, il faut te méfier. Non, là c'est ça. Le premier jour, j'avais peur de Charles. Et je vais vous dire, au même moment que Charles entre dans notre maison, dans notre famille, je venais aussi de prendre un enfant pour les travaux champêtres. Les deux sont à la maison. Je fais confiance à celui qui m'a présenté l'enfant. Ma soeur est là avec Charles. Je regarde Charles, je regarde l'enfant qui est venu pour travailler. Un matin, Charles me dit que maman Sou, tu as confiance à ce garçon. Je regarde Charles. De vous deux. À qui faire même confiance au juste? Et le même jour que Charles m'a posé cette question, le même jour, ce garçon a pris une somme de 375 000 francs et 2 téléphones de plus de 500 000. Il a emporté. Le même jour qu'il m'a posé cette question. Peut-être avec l'expérience de la rue, il s'est rendu compte que son vis-à-vis était plus dangereux. Oui. Et quand tu sors, Charles, c'est lui qui te met, il te donne des conseils comme une grande personne. Maman, ne tiens pas ton téléphone à tel endroit. Quand tu es au rond-point, ne tiens pas le téléphone comme ça. Ton sac, tu le baisses. Ceci, tu fais comme ça là. Ne rentre pas tard. Maman, ne rentre pas tard. Comme tu pars à la réunion, il faut rentrer tôt. Et quand je rentre tard, je trouve Charles éveillé. Mes enfants dorment, mais Charles est là. Dès que tu touches seulement, il entend les pas, il a déjà ouvert la porte. Maman, c'est toi. Je dis oui. Tu te déchausses, il tient mes doigts là, il masse. Oh, c'est un enfant, c'est pas facile vraiment de se séparer de Charles. Oui, je prie chaque jour qu'il voyage, qu'il soit évacué, mais ça sera un vide quand il ne sera plus là. Un très grand vide. Vous allez le pleurer s'il vous quitte? Ah, pleurer seulement. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je vous dis que c'est un enfant aimable. Il te ramène, même quand tu es dans la dépression, tu es complexé, tu es dans les soucis, lui, il t'amène. Comme une grande personne. Non, c'est pas facile. Mais mon souhait est qu'il soit évacué. D'accord. Alors, Dr Kuché, c'est un autre cas. Le fait de l'amener à comprendre qu'il n'est plus dans la rue et qu'il
il a une nouvelle vie. Ne serait-ce que pour ce cas, pour cette étape de la vie, le sortir de la rue, l'amener dans une famille, et il est adopté, il est désormais l'enfant de cette famille, tel qu'on l'a suivi dans le reportage, et il faut des moyens pour qu'on le prenne en charge par la suite. Ouais, oui, il faudra beaucoup de moyens, comme on l'a suivi dans le reportage, parce qu'il ne s'agit pas juste d'une seule intervention. Je pense qu'il va y avoir une série d'interventions pour lui permettre d'être comme nous, d'avoir une vie un peu plus saine et un peu plus sociable. Donc c'est un ensemble d'interventions qu'il faudra faire là-bas. Et ça va demander beaucoup de patience et beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, donc raison pour laquelle chacun de nous devrait, enfin comme on en a l'habitude, de mettre la main dans la poche et venir en aide donc, à tous ces cas sociaux qui sont présentés à Regard Social. Effectivement, et là, jusque-là, notre sécurité sociale ne fonctionne pas, donc nous sommes obligés de procéder comme on le fait toujours, traditionnellement, en donnant chacun un peu de nous. En africain, bien sûr. En africain. Docteur Léon Fozo. On devrait, il faut beaucoup d'argent, tel qu'on a suivi dans le reportage, pour la prise en charge de cet enfant. Il faut contribuer. Il faut contribuer. Maintenant, il faut que la solidarité active des Camerounais puisse vraiment agir. Elle agit déjà. Elle a l'habitude d'agir. Dans le cas présent, il faut qu'elle agisse encore fortement, puisque le montant, cette fois-ci, est vraiment très, très élevé. Et c'est une prise en charge longue. Longue. Ouais. Celle qu'on a entendue dans le reportage, sa mère qui allait rencontrer les médecins à Strasbourg, qui ont estimé ce qu'il faut concrètement pour cette prise en charge. Oui, il faudrait maintenant... Environ 14 millions de francs CFA. Voilà. Maintenant, il faudrait maintenant que les Camerounais démontrent qu'ils sont en mesure de vaincre ce challenge-là, puisque l'opportunité de faire l'opération se présente. Maintenant, il faudrait qu'on verra les Camerounais à l'épreuve. C'est vraiment une épreuve là. Ouais. Les Camerounais ont l'habitude de contribuer. Je voudrais dire, tous ceux qui regardent ce programme, pas seulement les Camerounais, mais ceux qui sont des autres pays également, à l'intérieur comme à l'extérieur, ceux qui regardent Equinox Télévision et même qui suivent Regard Social contribuent très souvent. On a souvent vu des situations se décanter. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Avec parfois l'aide des étrangers aussi. Parce que, comme cette émission est suivie partout, les cœurs sensibles ne sont pas simplement camerounais. Il y en a aussi ailleurs. Et c'est là, quand ça touche tout le monde. Et ça, c'est une situation qui devrait arriver à un succès positif, parce que ce qu'on a déjà fait là est déjà très important. C'est que les deux familles là, c'est une famille. Ce que cette famille a déjà fait, et sortir l'enfant de la rue, l'intégrer au sein d'une famille, de telle sorte que maintenant, l'enfant, c'est vraiment l'enfant de la famille. Quand elle parle de cet enfant maintenant, elle parle de son enfant. On sent vraiment que c'est son enfant. Et l'inverse est également vérifié par le comportement de l'enfant. Donc là, il y a déjà une bonne distance de parcouru. Et il faudrait que cette distance aille jusqu'à son terme. Alors, elle a vraiment prouvé que c'est son enfant, à travers notamment des démarches qu'elle a engagées pour collecter des fonds. On sait déjà que dans le cadre de l'émission Regard Social, tous ceux qui ont souvent suivi des cas sociaux sur ce plateau ont mis la main dans la poche pour soutenir ces différents cas. Elle également de son côté et avec ses partenaires et même son association, tout le monde a essayé de contribuer à sa manière. Je vous invite donc à suivre cet autre reportage qui nous permet de découvrir un peu les démarches engagées dans le cadre de la collecte des fonds
Et c'est avec, bien entendu, la contribution de l'équipe de reportage de Regard Social qui n'a pas raté une seule seconde de cette démarche. Charles Sidi, âgé de 17 ans, a passé presque autant d'années dans la rue, rejeté par ses proches à cause de ce qui convient d'être appelé un handicap. Il est né et vit avec une malformation congénitale. Après la diffusion de son cas sur le plateau de Regard Social sur Equinox Télévision et après le passage de sa nouvelle maman, Rose Weber, dans les hôpitaux universitaires de Strasbourg, Raphaël Morgue, chirurgien, compte tenu de la délicatesse de ce cas, effectue le voyage pour toucher du doigt la réalité que vit Charles Sidi et se prononcer sur la capacité de leur formation hospitalière à le prendre en charge. Le médecin chirurgien était au Cameroun pour une visite et il a décidé de voir Charles. Et ma grand-sœur s'est déplacée, elle allait à Kono. Voilà. Et Charles a été consulté par le chirurgien et c'est grâce à son déplacement qu'il a pu délivrer les papiers nécessaires parce qu'il a vu l'urgence. Il a dit qu'il faut vraiment que Charles voyage et que Charles puisse être opéré d'urgence pour que Charles puisse vraiment avoir une vie normale. Vu l'urgence du cas, et le plateau technique étant à la hauteur de la situation, les hôpitaux universitaires de Strasbourg délivrent ce devis prévisionnel des frais d'hospitalisation qui s'élève à 22 157 €, soit un peu plus de 14 millions de francs CFA. Après son passage sur le plateau de Regard Social, la machine de la solidarité pour la collecte des fonds s'est immédiatement mise en marche. Contribution avec le même montant de 2 360 000. Après le cri au cœur et tout, on a eu une association sur WhatsApp, sur WhatsApp qui est venue sur le plateau, qui ont fait également un don de 160 000 francs. Voilà, ce qui fait que le montant total des aides que nous avons reçues, c'est 2 520 000 francs. L'association Rose Espoir a également participé à hauteur de 19 000 €, soit 12 350 000 francs CFA. C'est le jour qu'il a entré dans l'avion que j'ai cessé de pleurer. Et n'en parlons pas quand on va me dire qu'il a été opéré. Vraiment. L'enfant, c'est... Charles souffre. Compte tenu de l'importance de la situation, la somme est remise à Rose Weber en présence des responsables d'Equinox Télévision. Merci. Là, c'est la somme, c'est le montant, c'est les différentes aides financières. Les âmes de bonne volonté ont bien voulu donner du peu qu'ils avaient pour que Charles Sidi puisse retrouver la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, cet argent aussi, je veux face à ma grande sœur. Parce que c'est ensemble que nous avons pu, franchement, qu'elle puisse compter cet argent. La somme ainsi réunie est immédiatement transférée à l'hôpital et le processus peut suivre son cours pour l'obtention du visa de Charles Sidi.
Même s'il faut le reconnaître, beaucoup d'efforts restent encore à faire pour atteindre la somme escomptée. Nous avons eu la grâce que l'hôpital nous a fourni tous les papiers nécessaires pour demander le visa de Charles Sidi Abel. Nous avons déjà payé l'hôpital, nous avons déjà versé plus de 19 000 €. Et là maintenant, la semaine prochaine, nous irons à l'ambassade pour demander le visa et Charles aura son visa. Et voilà donc un peu relaté dans ce reportage qui a été suivi par l'équipe de Regard Social sous la plume de Xavier Foka. Vous avez donc vécu donc tous ces moments. Vous n'avez raté aucune seule seconde en tout cas de ce parcours sur ce plateau. Rose Weber, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Vous êtes la marraine, c'est vous la maman, la nouvelle maman de Charles. Bien sûr que oui. Comment est-ce que s'est opérée la rencontre entre Charles et vous? Bonsoir d'abord à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Bonsoir à la diaspora. La rencontre entre Charles et moi, c'est une rencontre miraculeuse. Je peux le dire parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'étais à Kribi avec des amis. Et c'est là que j'ai décidé de faire un direct. C'était comme si c'était l'Esprit de Dieu qui était en train de me guider. Subitement, j'ai vu un petit garçon qui était là, qui soulevait son t-shirt et qui demandait de l'argent. Et quand je me suis retournée, j'ai vu sa blessure. Hein. Ça m'a effrayée parce que je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et on s'est mis à lui poser des questions. Charles, d'où viens-tu? Où vas-tu? Qui sont tes parents? Et il n'arrêtait pas en disant, je suis un enfant de la rue. J'ai été abandonnée par ma famille. Ma maman m'enchaînait. Et juste le fait d'entendre que sa maman l'enchaînait, ça m'a brisé une fois de plus le cœur. Et c'est comme ça, grâce aux amis qui étaient connectés sur ma page Facebook. Et ce qui m'a fait encore plus, c'est que Charles, avec l'argent sur lui, il avait une somme de 6 500 qu'il m'a remis en me disant, maman, voilà tout ce que j'ai complété, soignez-moi. Et c'est comme ça que mon histoire commence avec... de toutes les personnes qui étaient avec vous, et c'est vous que Charles a choisi? Oui, c'est moi que Charles a choisi. Et il y a certaines personnes qui lui ont posé la question en lui demandant que Charles, si cette dame fuit avec ton argent, il a carrément dit qu'elle, elle ne peut pas fuir. Il y a des gens qui ont bouffé l'argent derrière moi, mais cette femme, non. Donc, je crois que c'est Dieu. Ouais. Et aujourd'hui, vous vivez avec Charles. Vous n'êtes pas au pays. Vous avez laissé Charles entre les mains de votre sœur. Elle vous a dit comment elle vit avec Charles, finalement, les difficultés qu'elle rencontre. Comment vous faites? En fait, je n'avais pas de choix. Je n'avais pas de choix parce que quand j'ai connu Charles, j'ai essayé de l'amener voir les assistants sociaux de DA. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas une place pour lui. J'ai essayé de l'amener dans certaines structures où j'avais toujours les portes fermées. Et le seul usure que j'avais, c'était ma famille. Et vu qu'on venait aussi d'à peine de perdre notre maman, donc je me suis retournée vers ma grande sœur qui est aujourd'hui comme ma maman. J'ai dit à ma grande sœur que voilà l'enfant que j'ai trouvé dans la rue. On ne peut pas quand même laisser cet enfant dans la rue. Et en fait, je vais vous donner une confidence. J'ai dit dans mon cœur que je veux faire comme le bon samaritain dans la Bible. Donc j'ai essayé de parler avec ma sœur. C'est vrai que ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile parce que dans ma famille, tout le monde avait peur. On me disait que Rose, tu ne vis pas ici. Peut-être que ce sont les bandits qui te filent depuis. Peut-être que cet enfant est envoyé pour te faire du mal. Mais j'ai quand même cru. Je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer. J'étais obligée de convaincre toute ma famille en disant que non. Ça, ce n'est pas un bandit. C'est un enfant qui est malade. Il a besoin d'aide.
et nous allons nous battre. Et ma grande soeur dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais rester avec Charles, mais à une condition, c'est que tu assumes. Parce que moi, vu que je n'ai pas de moyens, et j'ai dit à ma soeur que moi-même, je n'en ai pas, mais avec la grâce de Dieu, on pourra se battre. Alors, tout ceci arrive après le passage de Charles dans l'émission Regard Social. Vous vous engagez, vous dites, vous le prenez comme votre enfant, et c'est ce que vous faites finalement. Et en même temps, il lui a établi une carte nationale d'identité. On sait qu'il a une carte maintenant, il a un passeport. Vous êtes allé jusqu'à ce niveau-là. Alors, il est question de le prendre en charge. Et vous vous êtes engagé également dans la recherche du financement. Vous avez d'ailleurs une association qui milite en faveur notamment de ces enfants désœuvrés. En même temps, Regard Social qui ouvre ses portes à toutes les âmes de bonne volonté. Et également, c'est aussi engagé à collecter des fonds pour la prise en charge de Charles. Est-ce que ça a été une opération facile pour vous? Jamais, 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 jamais. Rien n'a été facile pour moi. Rien. Rien du tout. À un moment, je me suis demandé que quel est le péché que ma famille a commis auparavant pour que moi je vienne payer ce karma. Parce que j'ai souffert. Je me suis retrouvée en train de mendier à la place de Charles. En fait, moi, j'ai pris sa place. Parce que déjà, même quand j'ai connu Charles, Charles n'avait même pas d'acte de naissance. Il n'était même pas reconnu par sa propre maman. Donc, il fallait commencer par là. Mais je bénis Dieu parce que tous ces démarches ont été effectuées. Et comme vous venez de le citer, Charles a obtenu sa carte d'identité, son passeport. Mais ça n'a pas du tout. Je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que sinon je risque de... Ça n'a pas été facile. De gâter votre maquillage. Voilà. Ça n'a pas, parce que je suis très fragile. Ça n'a pas du tout été facile. J'ai été lynchée, j'ai été insultée, j'ai été humiliée. On a même dit que c'est mon totem. Je suis allée... Voilà. Tellement des choses horribles qu'il y a des moments, je me frondais dans ma chambre. Je disais que, mais Seigneur, je suis là juste pour aider un enfant. Regarde la souffrance de cet enfant. À un moment, j'ai failli même abandonner. Mais ma grande soeur me disait toujours que non. Et mon tonton qui est derrière, tonton Messambe, me disait que non, Rose, tu vas aller jusqu'au bout. Et en fait, en même temps que les gens m'insultaient, en même temps, ça me donnait la force, ça me donnait la rage de me battre. Et j'aimerais dire vraiment merci à Equinox, parce que l'émission Regard Social m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup aidé. Parce que c'est grâce à eux au moins que l'histoire de Charles, parce que moi je suis là, j'ai présenté le cas de Charles, en même temps je la porte, mais j'ai quand même eu les gens qui m'ont beaucoup soutenu. Donc je tire vraiment un grand chapeau à Regard Social pour tout ce qu'il fait. Oui, à côté de votre association, telle que vous l'avez évoqué, mentionné, qui s'est aussi engagée dans la collecte des fonds, vous n'êtes pas venu seul. Sur ce plateau, il y a un de vos membres de la diaspora, qui est donc le couple Messambe, que vous avez cité tout à l'heure, qui est dans les gradins. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox. Vous vivez en Europe. Comment est-ce que vous percevez l'émission Regard Social de là où vous êtes, de l'autre côté? C'est vrai que j'ai quelquefois suivi cette émission et je profite par ce passage pour vous dire vraiment bravo. Bravo de toucher comme ça les problèmes de société un peu négligés dans notre pays. Peut-être par mégarde, peut-être par ignorance, peut-être par manque de moyens. Mais heureusement qu'il y en a encore des gens comme vous, comme cette émission, qui s'occupent des cas vraiment désespérés. Et vraiment chapeau pour ce que vous avez fait pour Charles. C'est énorme. Dans l'opération de collecte des fonds, Rose nous a dit également qu'il y a des membres de la diaspora qui ont contribué, parmi lesquels vous, particulièrement. Pourquoi vous avez contribué pour Charles? Quelle question? Qui c'est qui ne contribuerait pas pour Charles? Franchement, quand vous voyez un cas tel que celui de Charles, si vous avez des moyens, si vous avez quelque chose à donner, vous donnez. Celui qui ne donne pas pour Charles, et pour tous ceux-là qui ressemblent à Charles, bon, je ne vais pas exagérer, mais il n'est pas loin d'un démon, si je peux dire ça comme ça.
Parce que moi, Charles, j'ai découvert son cas par le biais d'un direct Facebook, on appelle. Voilà. Donc, il y a un ami qui a pris Rose en direct, un ami qu'on appelle Laure Washington. On a mis sur Facebook. Elle m'a identifié. Je ne connaissais pas Rose il y a 2 ans. Je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas le cas de Charles. Et j'ai écouté ce direct. J'ai été vraiment touché. Déjà, je me suis posé la même question que des gens se posaient. Comment est-ce qu'une jeune fille comme ça peut aller vers quelqu'un qu'elle ne connaît pas et prendre cette personne en charge? Et après ce direct, j'ai contacté Rose et puis voilà, je suis rentré dans le truc, si je puis dire ça comme ça. Le cas de Charles m'a vraiment emporté, je vais dire le couple Messon. Donc on est aussi rentré dans les directs pour la collecte des fonds, ce qu'on a fait. On l'a fait déjà la première fois en 2017. On a fait un direct, ma femme et moi, parce qu'on a une page Facebook qui est assez visitée. Très bien. Vous avez contribué à votre manière et à votre niveau également, comme certains aussi qui vivent de l'autre côté ont contribué et continuent d'ailleurs de le faire, puisque pour l'opération ou la prise en charge de Charles, il faut beaucoup de moyens. Docteur Kunche, vous avez également suivi ces démarches engagées par Rose et avec des contributions des uns des autres. Il faut pratiquement 14 millions de francs CFA pour la prise en charge de Charles. Oui, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Je ne sais pas si ce n'est qu'une partie de la somme, mais je pense qu'il y aura encore une suite, sûrement. Mais il faut bien commencer par ça et voir ensuite où ça va conduire. En tout cas, je la félicite, c'est vraiment très très courageux. C'est ce qu'on appelle les héros. Hein. D'y aller comme ça, on s'engage dans une bataille sans connaître les tenants ni les aboutissants. Je lui tire mon chapeau. Hein, ça. On a choisi notre carrière de médecin, mais là... Elle a choisi le social. Et le social, là, c'est pas évident du tout. Docteur Léon Fouzeau. Ça va ensemble, le social et la médecine, ça marche ensemble. Et elle est à côté, mais elle fait autant, elle fait avec beaucoup de sensibilité et pour épauler le côté praticien du médecin. Donc il faut tout cet ensemble-là, toute cette harmonisation-là, des sensibilités diverses pour aboutir à quelque chose de positif et d'important. On a vu également dans le même reportage, et elle a expliqué, chirurgien qui est parti de Strasbourg, qui est arrivé au Cameroun uniquement pour... Est-ce que c'était par curiosité ou il a été envoyé par l'hôpital pour rencontrer Charles avant son évacuation? Je crois qu'il a été envoyé par l'hôpital parce que tout le temps, j'étais à l'hôpital en lui disant « Pardon, aidez-moi, je ne veux pas que Charles meure. » Tous les jours, à un moment. Donc, je crois que c'est pour ça qu'on a voulu vraiment que le docteur se déplace pour venir au Cameroun pour voir réellement, c'est quand, Dieu merci, il est arrivé, il a vu Charles, quand il est rentré, il m'a fait appel, il m'a dit « Rose, mais c'est grave, le petit a déjà 16 ans, c'est maintenant qu'il faut le sauver. » J'ai dit « Mais docteur, nous allons faire comment ?» Donc grâce aux hommes de bonne volonté, parce que j'ai créé une association qui s'appelle Association Rose Espoir à JPED, je n'ai pas honte de le dire, notre association, elle est toute jeune, elle n'a que 1 an et demi, mais grâce à Dieu, on s'est quand même battu grâce à tous les donateurs pour pouvoir réunir cette somme déjà de 19 000 € qui a été versée à l'hôpital, sans oublier que Charles Sidi porte 12 couches par jour et en cela s'ajoute son entretien. Donc si on part additionner, c'est vraiment énorme. Donc, vraiment, nous avons besoin d'aide. Parce que là, l'association, vraiment, il n'y a même plus un centime dans le compte. Moi-même, je n'ai plus d'argent. Je suis à bout de force. Vraiment,
aide-nous à pouvoir aider Charles et après aider aussi d'autres enfants. Parce que c'est ça le but de l'association Rose Espoir AJPET, aider les enfants les plus vulnérables en Afrique. Oui. Alors, l'émission Regard Social a contribué à sa manière. Je voudrais dire à tous les téléspectateurs qui ont regardé ce programme, qui ont suivi également les déboires de Charles, ont contribué. Et vous avez d'ailleurs reçu un pactole pour associer à ce que vous avez déjà pour la prise en charge de Charles. Il en faut davantage. Oui, en tout cas, je dis déjà une fois de plus encore merci à Equinox. Vraiment merci. Parce que quand je venais même au Cameroun, je n'avais même pas l'argent. Pour la première fois de ma vie que je viens au Cameroun, sans argent. Mais j'ai dit, je m'en vais. Et je suis en train de voir les merveilles de Dieu. Et je sais que le cœur que Dieu m'a donné, je ne suis pas la seule. Il y en a aussi plusieurs. Mais bon, je crois que d'autres ont peur. Mais c'est le moment maintenant de travailler. Vraiment, unissons-nous. Si nous voulons que l'Afrique change, nous devons travailler. Très bien. Alors, nous allons entamer l'autre phase, bien entendu, de ce programme, parce que pour que Charles soit évacué, il faut qu'il ait un visa. Il a déjà un passeport, il faut un visa, ce qui n'est pas une opération facile. Vous êtes également battu dans ce sens avec l'onction de la Direction Générale d'Equinox Télévision qui vous a accompagné dans cette démarche-là, dans tout ce que vous avez engagé ou alors partout où vous êtes passé, puisque vous êtes allé jusqu'au ministère des Finances aussi pour trouver également d'autres moyens de ce côté-là, après notamment des promesses qui vous ont été faites par la structure étatique. Donc, je voudrais vous inviter également à suivre ce reportage qui nous parle bien entendu du visa qui est recherché, tout au moins la demande de visa qui a été déposée à l'ambassade de France à Yaoundé pour notamment faciliter l'évacuation sanitaire de Charles Sidi. Et c'est également Rodrigue Ngassi qui n'a pas raté une seule seconde de vos déplacements. Je vous permets donc de suivre ce reportage. Juste après, nous allons accueillir la star de cette soirée. Dossier de l'évacuation sanitaire de Charles. L'attente n'aura donc pas été longue. Pour avoir consulté la Direction Générale d'Equinox Télévision, qui a fourni des preuves du passage du cas social à la prestigieuse émission Regard Social, l'ambassade de France à Yaoundé a donc compati en lui accordant le visa. Une date historique parce que j'ai connu le jeune Charles le 18 février 2017 à 15h à Kribi et ce même 18 février 2019 à 15h, heure pour heure, jour pour jour, mois pour mois, Charles a obtenu son visa pour se rendre à Strasbourg pour se faire opérer. La sœur de Rose et Charles qui attendaient à l'extérieur de l'ambassade n'ont pas caché leur joie après la bonne nouvelle. La persévérance paye. À sa sortie, elle pleurait. Dans un premier temps, je me suis dit qu'elle n'a pas, Charles n'a pas obtenu le visa. Mais après, elle m'a fait comprendre que Charles a obtenu le visa. Étant émue, plein de joie, je ne savais quoi faire. Je me suis aussi mise à pleurer. Seigneur, tu es grand. Merci beaucoup. Tu m'as prouvé ta grandeur aujourd'hui. C'est toi vraiment qui avais mis cet enfant sur mon chemin. Lui, il est 15h. Le 18 février 2019, j'ai vu ta gloire. Toutes ces bonnes nouvelles ont donné lieu au festin, saupoudré de quelques pas de danse, dans la rue et surtout en famille. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne me Dans la suite des démarches et avec l'onction de la chaîne du peuple. Au ministère des Finances,
pour déposer le dossier du billet d'avion parce que le gouvernement nous avait promis de prendre en charge le billet d'avion de Charles. Et merci vraiment à tous ceux-là qui ont contribué pour l'évacuation sanitaire de Charles Sidi Abel. Ça n'a pas été du tout facile, mais nous rendons grâce à Dieu parce que enfin Charles pourra. Il est sur ce plateau. Charles Sidi, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Charles Sidi Abel. Charles Sidi Abel. Oui. Vous voyez déjà en France? Oui. C'est là pour me faire aller au pied, oui. Et puis, grâce à Dieu, c'est lui seul qui connaît comment l'opération va se passer devant. Je compte mon Dieu en haut. Je compte tout le monde. Tu as fait quand même le geste pour moi. Et compte quand même mon geste de mon Dieu, de ma maman. Qui est vers moi. Avec mon tonton. C'est là à côté là. Compte quand même merci au monde entier. Les gens qui ont cru. Les gens qui ont quand même donné. Fait un geste quand même. C'était écrit beaucoup, ce n'est pas petit. Ça a quand même fait quand même un geste. Ça a beaucoup fait le geste quand même que Dieu a donné. On ne s'attendait pas à ça. Aujourd'hui, vous avez le visa pour aller en Europe? Oui, j'ai eu le visa. C'était lundi que j'ai eu le visa. À 15h. À 15h. Que Dieu, à même heure qu'on s'est vu à Kribi. À 15h. Que Dieu a donné le visa. C'était en 18? Oui, vous 18, 15h. Oui, à 15h. Le 18 février? Oui, 18 février à 15h. 2017? 17. Oui, 2017. Et 18 février 2019, vous recevez le visa. Le visa pour la France? Oui. J'ai reçu le visa propre. Alors, vous étiez dans la route il n'y a pas longtemps. Est-ce que l'idée vous était venue de penser qu'un jour, il serait possible pour vous de partir en Europe? J'étais en route et ne pensais pas comme ça que je vais quitter en route. Comme ma mère m'enchaînait, m'abandonnait, je m'abandonnais en route. Je ne pensais pas comme ça un jour que pouvoir quitter, Dieu va pouvoir me changer la vie en route. Grâce à Dieu, c'est lui qui connaît pourquoi. Il m'a guidé à Kribi. J'allais me chercher. Parce que ça arrivé dans la rue étant petit, l'âge de 9 ans. Étant petit, il marchait, il portait encore le long t-shirt. Il portait encore le long haut. Vous êtes en veste? C'est la vie que Dieu m'a fait changer. Amen. Amen. Alors, Rose, oui. C'est votre fils? Oui, c'est mon fils. Et le voyage, c'est pour quand? Le voyage, c'est pour la semaine. On ne dit pas le jour du voyage. C'est pour bientôt? C'est pour bientôt. Bon, c'est pour bientôt, mais là, pour le moment, Charles n'a pas encore son billet d'avion parce que le gouvernement camerounais avait promis de prendre en charge son billet d'avion. C'est vrai que les démarches ont été effectuées, mais pour le moment, je n'ai pas encore reçu l'argent que le gouvernement a promis pour pouvoir payer le billet d'avion du petit Charles. Donc si j'ai le billet d'avion, même si c'est demain, je peux m'envoler avec mon fils. C'est pour aller chercher sa guérison? C'est pour aller chercher sa guérison. J'aimerais aussi rajouter une chose que j'avais oubliée. Dieu est grand. Vraiment, il y a un Dieu qui existe. J'ai connu cet enfant le 18 février 2017 à 15h. Et cet enfant a obtenu son visa le 18 février 2019 à 15h. Donc je crois qu'on peut quand même acclamer la gloire, que la gloire soit rendue à notre Dieu, à notre Créateur, parce que c'est lui qui fait ces merveilles. Donc je suis tellement... Je ne vais pas pleurer.
Alors, Dr Cuchet, ce n'est pas la fin. C'est juste un moyen pour lui d'aller chercher ou rencontrer les médecins qui vont s'occuper de lui. Il y a encore une autre phase, la prise en charge véritable. Oui, effectivement. Il a obtenu quand même le visa, ce qui n'est pas aussi facile. Oui, je pense que c'est le début pour lui d'une longue aventure. Et je pense qu'il n'a pas à craindre des interventions, j'ai l'impression. Oui, Dieu va être avec toi, mais nous, médecins également. Amen. Donc je pense qu'on va bien tout prendre en charge. C'est pas une petite équipe, c'est une très grande équipe, l'équipe de Strasbourg. C'est vers là que nous sommes conduits lorsque nous allons faire des stages en France. J'ai toute confiance en cet hôpital. Beaucoup de courage. Merci. Docteur Léon Fouzo, voilà le fils de Rose. Oui, tout à fait. Tout pimpant. Tout à fait. Et il a de l'avenir. Et c'est aussi grâce à lui. Il a beaucoup de ressorts. Parce qu'il faut le féliciter. Il est dans la rue et il arrive aujourd'hui à s'exprimer très bien en français. Il s'est adapté à son handicap. Et c'est à partir de cette adaptation qu'il y a eu tout ce cheminement. Il a utilisé son handicap pour entrer en contact avec les autres, hein, y compris avec sa maman que voici. Il a utilisé son handicap pour montrer que voilà ce que j'ai. Et si vous pouvez m'aider pour me débarrasser de cette situation, je serai heureux. Et c'est en train de se faire. Amen. C'est une bonne chose. Un geste qu'on n'a pas oublié, j'ai entendu de la bouche de sa mère que c'est lui qui a plutôt donné le peu d'argent qu'il avait pour lui dire, voilà tout ce que j'ai, fais tout pour que je retrouve ma santé. Tout à fait. Alors que c'est elle qui voulait lui offrir quelques présents. Oui, ça fait partie des ressorts qu'il a, ça fait partie de son intelligence. Amen. Ça fait partie de cette adaptation-là. Avec ses difficultés, il arrive à s'adapter à la vie. Et il continuera à s'adapter avec toute l'aide qu'on lui apporte actuellement. Alors, Charles, oui. Qu'est-ce que vous dites à vos amis qui sont dans la rue? La meilleure chose que j'ai à mes amis dans la rue, ils priaient pour moi, que pas me faire opérer et revenir au Cameroun, je vais les aider. Ne les oubliez pas, ne les oublie pas, parce qu'ils m'ont gardé dehors et personne ne me touchait dehors. Si quelqu'un me touche, eux, tu viens revendiquer à ma place. Parce que avec moi, quand on part quelque part où on peut aller se chercher, on passe seulement. Je sais qu'avec moi, c'est partout. On cherche l'argent, parfois, s'il y a un pointage, on se bat. Tout ce que Dieu nous donne, on ne s'attend pas, même si c'est 100 fois. On part, ou parfois, moi, je dis non, je paye ma bouillie et boire. Je dis non, merci Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Permet quand même que tout le monde prie quand même pour moi, pour me faire opérer. Et revenir au Cameroun, grâce à Dieu, que je ne l'oublie pas. Vous avez votre passeport avec vous? J'ai le passeport, oui. Léo, on peut le voir. Ah, c'est ça. Oui. C'est le passeport de Charles. Avec votre visa. Oui. Alors, vous êtes heureux? C'est la chance. On ne vous a pas vu, on vous a entendu chanter. Qu'on ne vous cherche plus là-bas. Oui, et me cherche plus là-bas où Dieu m'a poussé. Dieu a changé mon accord. Grâce à Dieu, je vis par les étoiles. Amen. Ma vie a changé. Amen.
voilà, il continue d'évoluer. Hein, et on peut dire qu'il arrive à saisir chaque moment de son existence pour avancer. Et ça, c'est merveilleux. Il encourage. Il encourage, voilà. Et il n'oublie pas d'où il est sorti. Et donc, avec une reconnaissance régulière de tous ceux qui ont contribué à quelque chose, de tous ceux y compris ceux qui étaient avec lui dans la rue. Donc, il est reconnaissant à tout moment, à tout geste qui a été fait en sa faveur. Donc, Kounché, vous connaissez mieux cet hôpital qui va accueillir Charles, et les prouesses même de ces médecins qui travaillent là-bas. Est-ce qu'il sera possible de réparer le sexe de Charles? Mais on peut avoir beaucoup d'espoir quand même sur la récupération, aussi bien de sa continence. Donc la continence urinaire, il va pouvoir la récupérer. Également, au niveau de son sexe, on peut quand même garder un grand espoir. Bon, c'est clair que ce que la nature n'a pas pu faire, on ne peut pas complètement restituer toutes les fonctions, mais je pense qu'il pourra vivre tout comme nous. Amen. Et de façon la plus propre possible. D'accord. Alors, Rose, vous êtes déterminée à aller jusqu'au bout parce que c'est juste une première phase. Charles a désormais son visa, il faut voyager avec lui. Vous avez avancé la première partie, la première somme qui a été demandée par la caution qui a été demandée par l'hôpital. Il reste encore, il faut encore un peu plus de sous pour sa prise en charge totale. Oui, il faut encore les sous. Parce que moi-même, sa maman, ça fait, comme je disais, ça fait 2 ans que je ne travaille pas. Je me suis consacrée à 100% pour mener vraiment à bon port ce combat qui n'est pas encore achevé. Et j'ai la foi, je compte sur les âmes de bonne volonté pour la suite, pour que vraiment que chacun puisse mettre la main à la pâte, pour que vraiment, même étant en France, au niveau de la diaspora, que vraiment que la prise en charge de Charles, qu'on ne m'abandonne pas avec, et que les choses vraiment continuent comme ça a débuté en fait. Alors, votre association se bat. Les téléspectateurs de Regard Social également vont continuer à soutenir Charles, la prise en charge, bien entendu, parce qu'il faut davantage d'argent pour cette prise en charge totale. Docteur Léon Fozo, nous savons que les téléspectateurs ont l'habitude de le faire et ils le feront davantage. Ils le feront davantage. Je pense que les téléspectateurs qui ont suivi la situation et qui ont suivi la façon dont les choses ont évolué, avec à chaque fois un engagement vraiment profond, un engagement important pour les personnes qui s'y sont intéressées. Tout ceci contribue à un encouragement important à inciter toutes les autres personnes à mettre la main dans la poche. Oui. Elle a parlé de la diaspora. Je crois que c'est une bonne chose que la diaspora, que toute la diaspora puisse faire quelque chose pour cette situation. C'est-à-dire toute la diaspora, où qu'elle se trouve. Parce que c'est une des situations exceptionnelles et une des plus importantes, une des plus importantes au point de vue financier. Donc là, la contribution de tous devrait être sollicitée. Très bien. Alors, Charles Sidi, vous avez un message adressé à vos amis, à côté de ce que vous avez déjà dit, qu'ils prient pour vous. Est-ce qu'il faut continuer à rester dans la rue ou retourner en famille?
Qu'est-ce que vous leur dites à propos? Bon, les conseils que je leur ai donnés, le Dieu, ce n'est pas, le Dieu ne donne pas. Voler, ce n'est pas, voler c'est un péché, ça ne paye pas. Tu voles, on t'attrape, on te tue, tu pars en prison, c'est toi qui as perdu ta vie en danger. Il n'y a rien dehors. C'est mieux que tu peux faire aller au foyer, c'est mieux que tu retournes en famille, tu te mets bien à l'aise, ça au foyer. Ça dépend de toi, tu veux retourner dans ta famille, tu retournes. Tu veux rester au foyer, garder, quand tu gardes tout. Et aux parents? Aux parents aussi, maman et papa. Oui. Vous leur dites quoi? Ceux qui ont chassé leurs enfants ou qui ont brimé leurs enfants, tels que vous aviez subi par le passé? Bon, les enfants qu'on les voit dans la rue, à la vie Kennedy, tu viens, quand je suis quitté derrière eux, entrent dans la rue, hier, derrière moi, je suis quitté. Elle les voit et pitié de eux, que je les aide, que quittant la route. Parce que quand ils fument la colle c'est quelque chose qui tue. Ça tue la poitrine. La colle qu'on coule les chaussures. Quand ils les voient, sont les Aoussa quand même. C'est la première fois qu'ils entrent dans la gauche. Parce qu'ils voient les niveaux. Eux ici fument dedans. C'est ancre. D'accord. Alors, vous avez parlé de la diaspora tout à l'heure. Il y a également que les contributions continuent. Ils viennent de partout en même temps, pas seulement de la diaspora, à l'intérieur du pays aussi, puisque chaque Camerounais, chaque habitant qui regarde le programme contribue à sa manière. Et nous revenons à notre invité de la diaspora qui est avec vous, Rose, qui vous accompagne, qui vous soutient énormément. Énormément. On devrait comprendre un peu cette motivation, pas seulement pour le cas de Charles. Non, c'est pas pour le cas de Charles. Déjà, hier encore, ma femme et moi, on le fait tous les ans. On a offert un don encore hier à Yaoundé au CJARC. C'est un centre d'handicapés malvoyants et malentendants. Donc, en fait, c'est des choses qu'on fait très souvent. Et quand on a vu le cas de Rose, on a tout de suite adhéré. Donc, j'en profite encore ici pour remercier tous les followers de la page du couple Messan qui ont contribué énormément pour cette caution qui a été versée. Et par la même occasion, j'appelle encore de nouveau la diaspora à continuer à contribuer pour le cas de Charles. Vraiment, c'est des cas sur lesquels on devrait plus se manifester. Pas la diaspora qu'on voit en ce moment, que les gens n'aiment pas trop, qui se manifestent d'une autre façon. Mais on voudrait vraiment qu'elle se manifeste plus pour des cas comme celui de Charles. Alors, Charles a obtenu son visa, Charles va voyager, mais il y a un suivi. Rose vous a bien dit qu'elle ne travaillait pas. Donc voilà, Charles a toujours besoin d'aide. Et puis il y a des Charles à travers le monde. Donc mobilisons-nous vraiment pour des cas sociaux, pour des cas de ce genre. N'attendons pas toujours que c'est le gouvernement qui fasse tout. On peut commencer et appeler le gouvernement comme Rose l'a fait. Elle a bien commencé et le gouvernement a promis un billet d'avion. Donc on ne va pas comme ça s'asseoir et dire que l'État du Cameroun devrait tout faire. Nous qui sommes de l'autre côté, c'est une chance d'être là-bas. Donc on peut très souvent apporter de l'aide à ceux qui sont ici. Donc une fois de plus, j'invite la diaspora, où qu'elle soit, de se manifester pour ce genre de cas. N'empêche, je peux aussi inviter ceux d'ici, du Cameroun, de se manifester davantage, et surtout les téléspectateurs de l'Equinox qui se sont déjà manifestés. Merci encore. Merci. Merci à vous. Docteur Léon Fozo, on comprend bien qu'il y a une démarche importante également à faire. Déjà qu'il y a des contributions pour le cas de Charles, puisque ce n'est pas terminé. On a pu avancer une partie d'argent. Il en faut encore pour que, après cette prise en charge, que Charles ait quelque chose à faire aussi. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est un long processus. Il y a la phase de la réparation pour obtenir une autonomie physique et matérielle. Et ensuite, il y a la phase de l'adaptation, de l'intégration sociale. Parce que on soigne la personne pour qu'elle s'intègre dans la société. Donc,
avant que la situation de la thérapeutique soit complètement terminée, on doit déjà se poser la question comment cette personne qui est en fin de traitement va pouvoir s'intégrer positivement dans la société. Et la prise en charge va jusque-là, parce que dans cette prise en charge, il y a la technicité médicale opératoire, il y a l'accompagnement psychologique, et tout cela contribue par la suite à faire intégrer la personne dans la société. Donc, une fois qu'il sortira de l'hôpital, comment ça se présentera? Qu'est-ce qu'il faudra envisager? Et ceci doit être déjà pensé avant la sortie de l'hôpital. Donc, on ne termine pas la phase hospitalière avant de commencer la phase d'intégration. Ça va ensemble et on doit déjà se pencher au cours de la prise en charge hospitalière sur la sortie de l'hôpital, sur l'intégration sociale. Et Charles ne cesse de vous surprendre. Il a invité ses camarades de la rue à sortir de ce milieu, retourner en famille, et inviter également les parents qui briment aussi leurs enfants à cesser, parce que c'est cette brimade qui pousse les enfants à aller dans la rue parfois. Voilà, ça permet de faire comprendre aux parents que lorsqu'on est dans une situation difficile, dans une situation que l'on considère comme impasse, hein, comme les parents qui se sont trouvés en face de Charles, que la première des choses à faire, c'est de s'adresser dans un milieu qui est supposé apporter les premières solutions, au moins les premières réflexions. C'est-à-dire, il faut s'adresser à l'hôpital. Il ne faut pas soi-même se transformer en structure hospitalière en disant que cet enfant, il est anormal, il est malade, donc il n'y a rien à faire. Donc le premier réflexe, c'est d'amener l'enfant à l'hôpital et de poser la question aux professionnels. De quoi s'agit-il cette situation et qu'est-ce qu'on peut en faire, hein? Et à partir de là aussi, il faudrait que dans les hôpitaux, peut-être qu'on commence à enregistrer aussi tous les cas de handicap, quels qu'ils soient, de façon à ce qu'on puisse avoir des registres, qu'on puisse avoir des registres pour handicap, parce que tout cela contribue à la recherche médicale et à la recherche thérapeutique, de telle sorte qu'on soit capable de dire que aujourd'hui on a le cas de Charles, qu'on puisse dire que dans les 10 années passées, on en a eu 1 ou 2 cas semblables. Donc, tout ceci est important aussi. Ça veut dire que la famille ne doit pas rester cloisonnée sur elle-même. Elle doit s'ouvrir, elle doit s'adresser à l'hôpital dans le premier cas. Très bien. Merci d'être venu sur ce plateau, Dr Léon Fouzo. Vous êtes psychiatre et vous avez également fait des recherches sur la toxicomanie et même la délinquance, la déstabilisation morale. Vous l'appelez de façon scientifique une autre méthode. Disons que j'ai écrit sur l'exclusion sociale au Cameroun, qui regroupe un certain nombre de choses. Parce que cet enfant qu'on a éloigné et laissé dans la rue, on l'a poussé dans l'exclusion également. Il fait partie de tout ce qui rentre dans l'exclusion sociale. Il y a diverses catégories et diverses façons. On devrait pouvoir arriver progressivement à essayer de limiter ce cadre d'exclusion sociale-là pour qu'il y ait un plus grand nombre d'enfants et d'adultes intégrés dans notre société. Merci. Merci à vous également, Dr Cuichet, d'être venu. Merci. C'est fait.
Et on espère, on garde toujours espoir parce qu'on attend bien le retour de Charles qui va prendre le vol d'un moment à l'autre, surtout si Rose décide de quand est-ce que le voyage aura lieu. Rose, nous sortons de l'émission. Le voyage aura lieu quand j'aurai l'argent pour payer son billet d'avion. Même si j'ai l'argent demain, je pourrai payer son billet d'avion et nous allons partir parce que le visa est déjà là. Mais bon, pour le moment, je n'ai pas encore l'argent pour le billet d'avion, donc je ne peux pas dire qu'il partira demain ou après-demain. Mais par la grâce de Dieu, je crois quand même que d'ici la semaine prochaine, Charles pourra partir. Je pense qu'il faut dire merci à l'ambassade de France qui a... Oui, je tenais aussi à dire merci à l'ambassade de France. Merci au docteur qui a examiné Charles parce que lui-même, il a enlevé une somme de 20 000 francs CFA qu'il a remis à Charles pour que Charles puisse payer les frais de son certificat. Voilà qu'il a. Donc, merci à tout le monde. Charles, merci. Et beaucoup de courage à vous. Merci. Nous allons prier pour que votre retour soit assuré. Et venez passer le message à vos amis que vous avez laissés dans la rue également. Je me dis merci à mes frères et merci à tout le monde qui a fait quand même les gestes. On ne baisse pas la garde quand même, on continue encore à m'aider, on ne me laisse pas. Merci. Merci à vous. Merci également à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Vous avez un message? Oui, j'ai un dernier message, c'est que j'ai perdu ma maman le 14 février 20... excusez-moi. J'ai perdu ma maman le 21 février 2014. Donc, c'était juste pour rendre hommage, ma famille et moi, à cette brave dame. Elle n'a pas vu Charles? Elle n'a pas vu Charles, malheureusement. Mais si j'ai ce cœur que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à cette femme qui ne voit pas ce que je suis en train de faire. Très bien. Que son âme repose en paix. Alors, nous disons merci à tous ceux qui ont contribué à cette autre édition. Georges Mitterrand, Dame, Eric Ouattara, Cédric Chouna, Xavier Foka pour les reportages, Rodrigue Ngassi également qui a participé à cette réalisation, Dani Warinzede qui est le réalisateur de ce programme. Merci à Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social et aussi au grand public qui était là, comme tous les jeudis soirs. Je suis Flavien Dongo. Madame, Monsieur, bonsoir.